Salam alaikum, Mataldi Dazoul, bonjour. Bon, on va parler encore d'un autre aspect de la crise au Niger actuellement. Alors, ce qu'on sait tout d'abord, c'est que beaucoup d'armes qui est livrées par l'Occident en Ukraine se retrouvent au Sahel depuis environ 2 ans, 1 an à 2 ans, hein. D'ailleurs, c'était lors d'une réunion de la CEDEAO à Abuja que l'ancien président, celui juste avant l'actuel, donc Mohamedou Buhari, il avait clairement signifié que les armes provenant de la zone de conflit en Ukraine affluent au Sahel. Et là, vous voyez l'illustration là du trafic d'armes, des armes ukrainiennes. Qu'on retrouve autant dans le nord, en Suède, en Norvège, en Finlande, au Danemark, aux Pays-Bas, Pologne, Moldavie, Bosnie, Serbie, Albanie. Et ensuite, on voit qu'elle traverse la mer, qu'elle passe par le nord de l'Égypte, voire plutôt la Libye, de la Cyrénaïque, contrôlée par Haftar. Donc pour descendre et arriver au Mali, Niger, Tchad, etc., etc. Yémen aussi d'un autre côté, Burkina Faso, Nigeria, Cameroun. Alors on peut se poser la question, comment font-ils pour traverser la mer et tout le Sahara, en tout cas une grande partie de la Libye, pour arriver jusqu'au Sahel? Comment font-elles sans qu'il y ait des contrôles? Bon, je sais qu'il y a le trafic d'armes, ça passe dans des containers et tout ça, qu'il y a beaucoup de corruption. Mais enfin, ça paraît beaucoup plus organisé qu'autre chose. Organisé et voulu, bien sûr. Vous avez d'ailleurs la société GIC Conseil, donc Samuel Ben Simon. Que dit-il ? En effet, l'équipe rédactionnelle est convaincue que le Sahel est à la croisée des chemins et qu'une grande partie de l'avenir du monde se joue dans cette zone sensible. Voilà, donc on reviendra à ce personnage à la fin de la vidéo. On va d'abord parler des États-Unis et donc de leurs intérêts. Alors, de leurs intérêts qu'ils ont au Sahel et de ce qu'ils sont en train de faire. Alors, ils prônent la non-intervention, ils prônent la diplomatie. Ça, c'est d'une part. Mais là, Biden, aujourd'hui, je crois, il vient de demander au Congrès 20 milliards de dollars donc pour l'Ukraine et 200 millions pour l'Afrique de dollars. Donc il vient de demander un budget. Et que dit-il? Ces fonds serviront à contrer les activités des acteurs malveillants russes dans les pays africains. Cette enveloppe inclut un financement pour soutenir les institutions démocratiques et la sécurité des pays du continent. Mais moi, ce que je pense, c'est que ces 200 millions vont servir à financer une intervention militaire. Tout au moins, ils vont y participer, bien sûr. Car les États-Unis sont présents au Niger, militairement, bon, pour la lutte contre le terrorisme, comme dirait Dieudonné et mon cul sur la commode, mais aussi pour, évidemment, l'uranium, puisqu'ils se fournissent énormément auprès des Russes, hein, jusqu'à maintenant, mais ils veulent avoir une autre source d'approvisionnement très importante. Et elle est au Niger, puisque là, je parlerai peut-être dans une autre vidéo. Là, j'ai beaucoup lu sur l'uranium et les enjeux et tout ça. Mais le Niger a énormément de réserves au niveau mondial. Il se classe parmi les tout premiers pays dans le potentiel qu'il a en uranium. Donc, l'uranium, super gros enjeu. Mais aussi, évidemment, contrer la Russie. C'est pour ça que Nuland est venu au Niger. Elle n'est pas venue pour Bazoum, hein, bien sûr. Elle est venue pour leur dire vous alliez pas, attention, les menacer certainement. Attention, vous alliez aux Russes, hein, de faire entrer les Russes chez vous. Hein, c'est exactement ça. Donc les États-Unis sont prêts à la guerre,
clairement, si les Russes se mêlent du Niger, si les Nigériens ouvrent leurs portes aux Russes. Parce que les États-Unis, bon, on les connaît, hein, on les connaît très très bien, leur côté maléfique. Alors bien sûr, il y a eu la rencontre Blinken avec Attaf. Bien sûr, l'Algérie et les États-Unis ont une relation pas mauvaise, on va dire. C'est-à-dire, il y a une sorte de... Ils se tiennent à l'écart de l'Algérie, quoi. Un petit peu les USA, on n'est pas un pays en ligne de mire directe. Par contre, là, vous voyez, j'avais mis un petit post là sur ma chaîne. La vidéo qu'ils ont publiée, donc c'était juste au début de leur rencontre, hein. Ensuite, ils ont fait la déclaration où ils sont d'accord sur beaucoup de choses et tout ça. Notamment, ils réitèrent sur le côté Sahara occidental, que c'est à l'ONU de s'en occuper et tout ça. Mais moi, bon, c'est superficiel, hein, c'est juste une observation. Moi, je trouvais, d'ailleurs j'ai titré USA et DZ, visage tendu et politesse. Ça ne veut pas dire que les USA, que Blinken a engueulé, comme certains le disent, a convoqué, a engueulé, tout ça. Mais je pense que les positions de l'Algérie, qui sont indépendantes des USA, n'ont pas totalement plu à Blinken, tout simplement. Donc je trouvais, si vous regardez la vidéo, vous allez voir, c'est pas les grands sourires au début. Voilà. En fin d'entretien, il y a eu des gros sourires et tout, mais c'est la diplomatie, ça. Je fais une parenthèse d'ailleurs, là c'est sur le site direct du ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Donc là, je vous rappelle, au mois de mars, rencontre de Blinken avec Bourita. Et dans le communiqué, à la fin, il disait le secrétaire, donc le ministre Blinken, le secrétaire Blinken, a noté que les États-Unis continuent de considérer le plan d'autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste, et comme une approche potentielle pour répondre aux aspirations du peuple du Sahara occidental. Donc, bien sûr, dans la communiqué, j'ai pas tout mis. Il parlait aussi, évidemment, du travail de l'ONU et tout ça, de Mistura, tout ça, comme avec les Algériens, hein, dans le communiqué. Sauf qu'ils ont quand même rajouté ça. Donc, évidemment, triple jeu, quadruple jeu, jeu à multibande des États-Unis. Donc méfions-nous d'eux qui sont l'acteur principal dans cette crise au Niger. Vous avez la France, on va en parler juste après, mais c'est les États-Unis l'acteur principal et entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a un monde. Bon, bien sûr, Blinken n'a pas reconnu la marocanité du Sahara, évidemment, hein, dans leur communiqué. Hein, je fais encore une parenthèse là-dessus. Hein. C'est à l'ONU de régler ça. Voilà. Maintenant, on va revenir au Niger, donc directement, hein, parler du Niger. Voyons un petit peu l'armée qu'ils ont en cas d'agression. Donc, l'armée du Niger, c'est quand même, c'est pas plus de 30 000 hommes à peu près. Hein. Vous avez 266 véhicules blindés, 83 pièces d'artillerie, 11 hélicoptères, et quelques avions. Voilà. Face à ça, face à ce nombre d'hommes, etc., et ce matériel, la CEDEAO, apparemment, quoi, ce qui se dit, elle mobiliserait 25 000 soldats de la CEDEAO, et dont plus de la moitié viendraient du Nigeria. Donc ces hommes qui viendraient donc de la CEDEAO, je vous rappelle qu'ils s'appellent, alors ils s'appellent les casques blancs et également appelés soldats de la CEDEAO. Eux, ils sont prévus pour être chargés de jouer des rôles déterminants dans le maintien de la paix en Afrique de l'Ouest. Et ce qui est très très contradictoire, c'est que là, c'est pas la paix pour laquelle ils vont intervenir, mais c'est pour une guerre, et une guerre qui s'arrêtera pas, parce qu'on n'engage pas 25 000 hommes pour partir y aller et rester quelques jours. Hein.
Le petit texte là à côté de la naissance des casques blancs. Les casques blancs, ça vous rappelle pas quelque chose? Les casques blancs en Syrie créés par les services secrets britanniques qui étaient totalement manipulés par eux, etc. Vous vous souvenez de ces casques blancs? Drôle de nom qu'ils ont pris les soldats de la CEDEAO, quoi. Ils auraient pu s'appeler casque noir directement, pourquoi pas. Bref. Ça veut dire des choses aussi, bien sûr. Donc la force en attente évoquée par la CEDEAO est l'héritière de la brigade de surveillance du cessez-le-feu de l'organisation ECOMOG. Ce groupe militaire d'intervention naît en 1990 dans le sillage de la guérilla civile du Libéria. Donc ils sont déjà intervenus, la CEDEAO, dans le passé, avec pour objectif de faire respecter les cessez-le-feu signés dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, vouée au maintien de la paix, cette force d'interposition compte jusqu'à 20 000 hommes, alors surnommés casques blancs, issus des pays membres. Donc, les 25 000 qui sont annoncés, mais c'est pas encore prouvé, mais qui sont plus ou moins annoncés dans les médias, c'est plausible. Et la France dans tout ça, donc on sait qu'elle est avec la CEDEAO, que c'est elle qui pousse à fond aussi, mais c'est pas qu'elle, c'est les USA qui poussent, Israël, etc., etc. L'Angleterre, bien sûr, même si là, elle parle pas, mais l'Angleterre aussi pousse. Paris craint l'alliance Touareg-CNSP. Oui, le Conseil national de sauvegarde de la patrie. D'ailleurs, faut plus dire junte, la junte, etc. Faut dire le Conseil militaire. C'est ce qu'ont adopté les médias algériens. Al24 dit toujours Conseil militaire, ne dit pas le mot junte. Ça veut dire beaucoup de choses. On y reviendra un peu plus tard. Donc vous avez Rissa Ag Boula, donc Touareg, et des dignitaires du régime déchu annoncent la création d'un conseil de résistance pour la République, le CCR. Cet homme, c'est un homme qui a été ministre au Niger, etc., qui avait été rebelle Touareg dans les années 80-90. Une affaire encore qui avait été réglée par l'Algérie avec les accords de Tamanrasset à l'époque. Alors que dit-il, ce CCR? Le CCR apporte son soutien indéfectible à la CEDEAO et aux partenaires internationaux pour l'intervention planifiée pour assurer le retour à l'ordre constitutionnel au Niger et reste à son entière disposition à toute fin utile. Vous vous rendez compte, donc, que ce soit Bazoum, que ce soit... c'est pas spécialement les Touaregs, mais cette partie des Nigériens qui appelle à l'intervention internationale. Vous imaginez si pendant le Hirak en Algérie, quelqu'un aurait dit j'appelle à l'intervention internationale. Non mais on est en plein délire, quoi. On est en plein délire. Mais il faut noter que Rissa Agboula, c'est un homme donc, qui a profité là, de l'évacuation française pour se faire évacuer par les Français. Il est en Belgique ou en France, entre la France et la Belgique, bon, contrôlé par la DGSE, évidemment, pour agir, pour diviser les Touaregs et le CNSP. Bien sûr, c'est son boulot à lui. On note aussi que Air France là, a suspendu ses vols. C'était jusqu'au 11 août, pendant une semaine à peu près, à cause des risques d'intervention militaire au Niger. Elle les a suspendus. Bon, avec Niamey, elle n'avait pas le choix, puisqu'ils ont fermé leur ciel aérien, leur espace aérien, les Nigériens. Mais elle l'a fermé avec Ouagadougou et Bamako. Donc le Mali et le Burkina. Et elle a aujourd'hui, là, elle a prolongé, elle devait reprendre ses vols, mais elle a prolongé sa suspension des vols jusqu'au 18 août. C'est très important, puisque Air France suit le gouvernement français. Donc, Air France suspend ses vols et annule aussi ses vols. La compagnie nationale a décidé de suspendre ses liaisons vers Niamey, Ouagadougou et Bamako. Et là, c'est jusqu'au 18. Mais ce qu'ils se sont pris dans la tête, c'est que les Maliens, ils ont dit, vous nous avez même pas prévenus, vous avez même pas prévenu les clients d'ailleurs. Hein, c'est juste, ils les ont un petit mot en plein mois d'août, on annule tous les vols.
débrouillez-vous, on vous rembourse ou je ne sais quoi. Bref, vous nous avez pas prévenus, donc nous, on annule vos autorisations, ça c'est le Mali, on annule vos autorisations de vol jusqu'à nouvel ordre. Donc là, le Mali, vous redonnez les créneaux des vols sur Bamako à d'autres compagnies. Parce que le Mali se laisse pas faire. Se laisse pas faire très clairement, ni le Burkina d'ailleurs. Mais c'est une indication de plus, comme quoi cette intervention, Inch'Allah qu'elle n'arrive pas, mais elle a énormément de chances d'arriver, de malchance d'arriver. Il y a la volonté de la faire. C'est pour ça qu'on voit que, notamment la Russie, à part voilà, dire non, on n'est pas d'accord, elle est très très discrète sur le soutien au Niger et les Nigériens. Le Conseil militaire est très très discret sur sa collaboration avec la Russie, parce que c'est ce qui déclencherait automatiquement la guerre. Vous voyez. Alors le Niger, c'est un pays qui est à la croisée des chemins en interne, parce que là, il va falloir qu'ils choisissent comment faire, comment les empêcher d'intervenir. Est-ce que c'est en annonçant un plan de retour à l'ordre constitutionnel, par exemple dire oui, bon, ben, on organise des élections dans 2 mois, 3 mois, même si elles n'ont pas lieu, qui reportent, ils peuvent annoncer, ensuite reporter. Est-ce qu'ils vont annoncer, comme ils ont suspendu la constitution, la préparation d'une nouvelle constitution, etc., etc. Est-ce qu'ils vont avoir la démission automatique, ce qui mettrait fin à tout ce jeu, la démission du président? C'est étonnant qu'ils n'arrivent pas à lui arracher sa démission. Parce que s'il démissionnait, ils n'auraient plus d'arguments, les CEDEAO, la France, etc. Ils n'auraient plus d'arguments pour envahir et agresser ce pays dans l'immédiat. Alors donc, croisée des chemins, mais aussi à la croisée des mondes. Est-ce que ce pays, ses dirigeants, son peuple a fait son choix, en tout cas une très grande partie du peuple a fait son choix, j'imagine qu'il y a une partie du peuple qui n'est pas d'accord, bien sûr, mais est-ce que ce pays va s'engager comme le Mali l'a fait, comme le Burkina l'a fait, donc aux côtés et engager la Russie à ses côtés, et avoir une politique ferme, révolutionnaire en fait, une politique de révolutionnaire, même si tu n'as pas des grands moyens. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Burkina ou le Mali ou le Niger, c'est quoi 25 millions pour le Niger d'habitants, 21 pour le Burkina et le Mali. Au niveau du PIB, c'est environ 14 pour le Niger et 19 à peu près pour milliards de dollars pour le Mali et le Burkina. Donc c'est des pays équivalents au niveau des moyens militaires, économiques, etc. Et au niveau de la population, c'est à peu près équivalent. Donc à la croisée des mondes, quel monde va-t-il choisir? Est-ce il va choisir de négocier comme il l'a toujours fait, en laissant les bases s'installer, qui partent tout doucement, les États-Unis, est-ce qu'il va nationaliser l'exploitation sur l'uranium et prendre 50% de bénéfices à chaque fois, même si il fait travailler des entreprises étrangères? Quand tu nationalises, tu gardes une grosse part pour le pays. Alors que là, on sait tous que c'est 10%, etc. Ils viennent de signer des contrats d'exploitation, ça on en parlera encore plus tard, mais c'est des contrats, c'est-à-dire les pays notamment les États-Unis, veulent exploiter. Là, je crois qu'ils ont signé le contrat, ou bien il est en cours. Donc ils exploitent, cherchent s'ils trouvent du minerai, d'uranium, et s'ils en trouvent pas, tout est à leur charge et point à la ligne. Mais par contre, s'ils en trouvent, tout est pour eux et ils donnent que 10% au pays. Donc soit ce pays continue comme ça, donc et s'arrange, donc le Conseil militaire reste au pouvoir et tout ça, parce qu'il aura accordé ce qu'il faut aux États-Unis, en ne laissant pas rentrer les Russes, ou bien est-ce qu'il va faire une révolution comme l'ont fait et le font le Burkina et le Mali.
Alors vous avez aussi, alors l'Algérie dans tout ça, hein, vous avez le site Sahel Intelligence. Ah, vous connaissez les Maghreb Intelligents, ouais, c'est Maghreb Intelligence, là, un site marocain plus ou moins, sionisto marocain. Sahel Intelligence, donc lui, qu'est-ce qu'il annonce? Sahel, la Mauritanie et le Tchad, prochaine cible de l'Algérie et Wagner. Donc l'Algérie aurait, donc d'après leurs informations, une stratégie de s'allier à Wagner, de les faire rentrer au Niger, etc. Et de contrôler tout le Sahel, de la Mauritanie jusqu'au Tchad. Elle-même avec l'alliance avec Wagner, donc la Russie. Voilà. Donc l'article, là, je vous en parle pas pour le moment. On revient juste, vous vous souvenez, je vous parlais de Samuel Ben Simon, de GIC Conseil. En fait, c'est lui le rédacteur en chef de sahelintelligence.com. Et Samuel Ben Simon a travaillé comme analyste au sein de l'armée israélienne pendant plus de 20 ans. Et c'est un lieutenant-colonel. Donc, on a la CEDEAO, on a les USA, l'Angleterre n'est jamais loin, la France et l'entité sioniste dans l'affaire. La Russie et l'Algérie, on sait. Là, je n'ai pas beaucoup parlé de l'Algérie dans cette vidéo-là, parce que pour le moment, je voulais plutôt parler de ce grand risque qu'il y a pour tout le Sahel, et notamment pour le Niger, spécialement. Le Niger, on ne croyait pas avant, hein, que ce pays pauvre, etc. Mais en fait, c'est un pivot géostratégique des enjeux à venir. Voilà, donc ça, l'intelligence maroco-sioniste, tout simplement, c'est pas la peine. Alors, pour finir, n'oubliez pas, l'Algérie écrit l'histoire et le Maroc la raconte. Allez, ma'aslama, à bientôt, Inch'Allah.